La porte, c'est un trou, c'est un espace effectivement aménagé dans une fermeture. En fait, mythologiquement, on raconte qu'à l'origine de Rome, de l'Ourbs, Romulus et Rémus avaient fait un cercle assez large, tiré d'un côté par un taureau sauvage et de l'autre côté par une vache domestique. À l'intérieur était la vache, à l'extérieur était le taureau. Donc ce mur séparait le sauvage du civilisé, si je puis dire. Et à chaque fois qu'il voulait laisser un passage, il disait qu'il portait la charrue. Donc la porte, c'est la charrue portée aussi, c'est-à-dire le trou aménagé à l'intérieur du mur. Donc c'est intéressant parce que c'est poser la question de la porte comme quelque chose qui va ouvrir une fermeture. À partir de là, effectivement, elle joue un rôle très important parce que c'est un mur meuble d'une certaine façon et qu'il s'agit d'ailleurs pas d'ouvrir ni de fermer, qu'il s'agit de renforcer quand on est à l'intérieur de façon à échapper au risque effectivement des prédateurs qui pourraient se trouver du côté sauvage. Pour l'homme qui n'a aucune spécificité, je dirais, physique, il ne sait pas courir, il ne sait pas mordre, il ne sait plus sentir, il ne sait pas, etc. Donc, c'est quelque chose qui va jouer un rôle de barrière entre le dedans et l'extérieur. Alors là, je suis déjà dans la philosophie, je suis un peu déjà dans cette histoire d'ouverture et de fermeture, du dedans et du dehors, et je suis en train de raconter une histoire, d'ailleurs, qui va se vérifier très souvent, même dans nos rites contemporains, qui sont d'ailleurs hérités des rites helléniques plutôt, d'il y a longtemps. Je vous donne comme exemple ce fameux film de Hitchcock, Fenêtre sur cour, où on voit le type qui vient de se casser la jambe rester chez lui. La première scène qu'il voit à travers la fenêtre, c'est un couple qui rentre dans l'appartement et qui s'embrasse. Donc la traduction qu'on peut tous en faire, c'est que ce sont des amants. Mais non, en réalité, il ressort et il prend la femme dans ses bras, il rentre à nouveau à l'intérieur de l'appartement avec sa femme dans ses bras. La traduction qu'on en fait immédiatement, c'est qu'ils viennent de se marier. Et c'est vrai. Et on pourrait dire cette coutume de porter l'étrangère dans les bras en passant dans la maison, c'est pour éviter effectivement le regard du seuil. Ce seuil qui est un espace incroyablement chargé, pour une bonne raison, c'est que c'est lui qui surveille, qui nous surveille et qui finalement va trier les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur. Donc faire rentrer un étranger ou une étrangère dans ce cas, le seuil n'aime pas ça. Donc pour pas que le seuil s'en aperçoive, on apporte dans ses bras jusqu'au centre de l'oikos, jusqu'au centre du foyer. Et pour ressortir, puisqu'elle en sortira, toute personne qui sort est une personne connue du seuil, parce que le seuil ne réfléchit pas très loin quand même, mais il protège énormément. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un petit peu ce qui a motivé mon travail sur la porte. C'est cette réflexion que j'ai voulu répondre à une question finalement en allant dans les théâtres, dans les cinémas, dans les lieux publics. Il y a partout cette petite lumière verte qui est soit en anglais, qui est en fait en latin exit, ou soit en latin francisé sortir. Et quand on regarde l'origine étymologique du mot sortir, c'est sortirare, ça veut dire attention, au-delà de ce passage, vous risquez de tomber sous le coup des sortilèges. Donc voilà que la porte va jouer son rôle à nouveau je dirais, de protecteur, et on se rend compte que passer une porte, c'est pas une mince affaire. Et tout le monde a un savoir de porte. C'est pas une chose qu'a forcément l'anthropologue. C'est qu'on a tous un rapport aux portes très différent entre les portes de chez soi, les portes de chez son amoureuse, les portes du boulanger, les portes du médecin, la porte de l'hôpital, la porte de la police. Enfin, je veux dire, toutes ces lieux de passage sont en fait déjà traduits quand on s'en approche et quand on doit les franchir. Il y a une idée de franchissement. Donc, qui dit franchissement dit pivotement. Et qui dit pivotement dit déjà aussi une espèce de leçon qui nous est donnée sur un risque sacré, effectivement, que quelque chose nous tombe sur la tête, nous arrive, de bien ou de mal, d'important ou de secondaire, mais on est tous en train de pratiquer cette passage de porte. En minimum, 100 à 200 fois par jour, on passe une porte, même à l'intérieur de sa propre maison. Donc, on voit que c'est pas un objet, je dirais, indifférent, et que c'est même pas un objet, puisque c'est un objet qui s'efface. Donc, c'est curieux aussi, et à tel point qu'on a mesuré effectivement notre appartenance à nos sociétés en fonction des passages ou non des portes. Et ça, dans près de culture, que ça soit
soit des huttes Canaques ou que ça soit le château de Versailles, à chaque fois, on se trouve face effectivement à une porte qui nous raconte des choses. Et je pense que les portes sont extrêmement loquaces. D'ailleurs, elles sont tellement loquaces que dans presque tous les films, ou en tout cas ce qui était jadis les films radiophoniques, la porte qui grince suivie d'une marche invisible sur du gravier, c'était la marque de cette émission célèbre que j'écoutais chez mes grands-parents qui étaient les maîtres des mystères. Ça grognait et la porte grinçait, on avait une trouille énorme. Et encore chez soi, quelquefois le bois sèche, l'humidité fait que ça bouge un peu dans sa propre maison. Il y a des portes parfois qui font pas le bruit qu'elles devraient faire et qui nous inquiètent énormément parce que quelqu'un peut-être est en train de pousser la porte, mais on ne sait pas qui c'est. Et alors pour pousser la porte, très étrangement, là aussi, en fonction de nos rapports culturels, si je puis dire, à la société à laquelle on appartient, il y a des sociétés comme la nôtre qui toquent à la porte. Il y a des sociétés qui frappent dans les mains. Il y a des sociétés qui appellent. Et donc, la porte, elle peut être passée après un espèce de rite d'attente ou de prévention, si je puis dire, qui permet de se décliner par rapport à la façon dont on va passer cette porte. Alors, il y a des choses très connues, par exemple, les fameuses yourtes mongoles. Le seuil est extrêmement important et quand on transporte une yourte, qu'on démonte puisque ce sont des nomades, on emporte, la porte est déjà toujours montée sur son chambranle et on la pose avec son seuil. Et le problème, c'est de conserver à l'intérieur de la yourte l'harmonie de la yourte. Et l'harmonie commence par le respect du seuil. Jamais il ne faut cogner le seuil de la porte. Si jamais ça vous arrive, ressortez et repassez la porte. Parce que vous risquez effectivement de mettre en l'air toute l'harmonie de l'intérieur de la yourte. Donc ça, il y a eu beaucoup d'histoires d'anthropologues justement qui ont raté leur séjour à cause justement d'une entrée qui n'a pas été remarquée comme étant normale. Donc entrer quelque part, pour nous, par exemple, on rentre, on se retient, on dit bonjour, on nous invite, etc. Mais il se trouve que quand j'ai travaillé sur la porte, j'ai aussi été travailler en Russie sur la question. Et par exemple, je me suis fait au début, j'ai pas arrêté de faire de poser des quiproquos parce que je me mettais à parler comme un Français sur le pas de la porte. Et chez les Russes, on ne parle jamais sur le pas de la porte. Donc les gens me kidnappaient, me faisaient rentrer à l'intérieur, refermer la porte. Alors c'est un héritage sans doute de l'époque soviétique, de garder effectivement le secret et d'éviter de savoir ce que vous allez dire à l'autre. Mais en même temps, c'est toute une culture qui est liée à l'Est, qui remonte jusqu'à la Roumanie, jusqu'à Metz même, je crois, et qui fait que on ne sort pas sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne sort pas sans dire au revoir à l'intérieur. Et chez les Roumains, par exemple, avant de sortir, tout le monde est habillé, le manteau est mis, les chaussures sont enfilées, etc. Et on s'assied et on se relève pour partir. Donc c'est quand même quelque chose on n'a plus ça chez nous, mais on a encore par rapport à la porte des précautions qui sont prises dans nos entrées. Les entrées de porte sont souvent des endroits qui sont souvent il y a un miroir. Alors on peut penser que c'est pour la coquetterie, mais dans la réalité le miroir il est hérité depuis très longtemps par des risques qui existent par rapport justement à cette ouverture. C'est le risque que puissent rentrer des énergumènes, c'est-à-dire des génies. Et les mauvais génies, les génies c'est connu, ils sont toujours en train de courir. Et en plus les génies sont très peureux. Donc il suffit, et ils sont très laids, il suffit de mettre un miroir en face de la porte, le génie qui rentre s'aperçoit et part à toute vitesse parce qu'il a la trouille. Et cette idée est tellement forte que dans les maisons traditionnelles chinoises, l'entrée est faite en chicane. Le génie qui risque de courir derrière vous pour passer dans la porte va toujours aller trop vite et se cogner dans le mur qui est en face alors qu'il faut le contourner pour rentrer. Et toute l'organisation de la maison chinoise est faite de façon effectivement à éviter les génies, à conserver le feng shui, c'est-à-dire l'énergie qui peut rentrer avec nous à l'intérieur des maisons. Vous voyez comme ces lieux de passage, c'est pas uniquement des humains qui peuvent y passer, des animaux on va d'ailleurs empêcher dans les fermes traditionnelles avec des portes, des deux portes pour empêcher les poules, les chèvres et les cochons de rentrer, mais ça va être tous ces systèmes effectivement de méfiance qui peuvent exister. Et alors c'est toujours entre la réalité et je dirais l'imaginaire, mais l'imaginaire souvent passe dans la réalité. Et par exemple, vous regardez les portes d'église. Très souvent, les églises romanes, vous allez voir que les portes sont cloutées. Alors les clous servaient effectivement à ébrécher éventuellement les haches qui voulaient trancher la porte pour pouvoir y rentrer, mais en réalité, elles étaient chargées de fer parce que le fer est sans doute
le matériel le plus anti-démon qui existe puisqu'il a été fait par le feu. Et les démons ont peur du fer. Donc on charge la porte de fer, à tel point d'ailleurs que dans les sociétés morvandielles traditionnelles, quand une femme allait accoucher, on fermait à l'intérieur de sa chambre de la parturiente, on fermait le loquet qui est en fer, on rajoutait un couteau en travers qui est en fer aussi pour éviter que le génie ne pousse la serrure, enfin la porte, et on rajoutait en plus à l'extérieur de la chambre de l'ail et des oignons pour que ça sente et que le génie se sente très mal à l'aise, il ne supporte pas les mauvaises odeurs et donc il ne puisse pas rentrer pour essayer d'agir sur la naissance de l'enfant qui est à naître, etc., etc. Et ça, on le retrouve tout le temps quelque part dans ces portes incroyablement chargées et dans lesquelles on va effectivement, on va mettre notre confiance dans la porte d'une certaine façon. Il y a une chose extraordinaire, c'est que en français, donc la langue française qui est apparue dans les années 800 et quelques, etc., le premier mot par rapport à la porte qui existe, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture, c'est une vision du monde, hein, d'être ouvert sur le monde, d'être ouvert à l'extérieur, etc. Et il a fallu attendre un siècle pour la notion du fermé, donc de la fermeture, de fermer. 1100 pour l'ouverture, 1200 pour la fermeture. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes? Mais il s'est passé qu'en fait, une porte ne ferme jamais. Toute porte, et une serrure sert toujours à ouvrir la porte, jamais à la fermer. Je m'explique. En réalité, fermer une porte, c'est comme si vous allez au Brésil encore aujourd'hui, dans beaucoup de maisons, le soir, en fait, on barricade la porte avec soit des trucs en fer, soit en bois, en plus de la serrure qu'on a fermée d'ailleurs. Et donc, on se tient à l'intérieur de la maison en ayant moins peur, effectivement, d'un forçage de porte. Mais là, c'est la même chose que finalement, la serrure a commencé à exister par rapport à la porte. Je ne dis pas qu'elle n'existait pas pour des fermetures de coffres, etc., etc. Mais par rapport à la porte, les premières serrures, c'est au XIVe siècle où la vie urbaine commençant à se développer, on a eu besoin de sortir plus souvent, c'est-à-dire de rentrer plus souvent. Donc, c'était pas de sortir qui était compliqué, c'était de risquer de laisser la maison ouverte si jamais personne n'était à l'intérieur. Et donc, la serrure fermait de l'extérieur. Quand on partait, on donnait un tour de clé. Et cette serrure, vous pouvez en voir un exemple aux Arts Déco à Paris, dans la fameuse chambre du cardinal Rohan, où en fait, elle a été mise à l'envers parce que les muséographes ne savaient pas que cette serrure n'était pas faite pour être à l'intérieur, mais pour être à l'extérieur. Je leur ai fait remarquer. Je ne sais pas s'ils l'ont réparé depuis, mais il faut attendre le XVe siècle pour qu'il y ait un tel aller et venu entre l'intérieur et l'extérieur que la serrure, c'est d'une simplicité élémentaire, le trou de serrure se fasse complètement et que la clé puisse passer des deux côtés. Qui dit trou de serrure dit aussi une transformation radicale du rapport à l'autre. Ça va être lié, le trou de serrure, à la curiosité. Et à la curiosité qu'on va trouver utilisée dans plein de fabliaux du Moyen-Âge, plutôt un peu tardif, où évidemment, regarder par le trou de serrure, c'est satisfaire sa curiosité. Et vous avez toutes ces histoires de ces fabliaux érotiques qu'on va pouvoir lire, jusqu'à l'histoire de Toto, qui évidemment voit le monde, voit tout Paris à travers la serrure, et bien d'autres choses encore. Donc, vous voyez comment cette sexualité aussi, qui passe par cet espace tout à fait particulier, qui est un aménagement. L'ouverture s'aménage, elle peut être aussi fermeture, mais c'est un aménagement dans un espace clos. Donc, dans un espace clos, il faudrait qu'il puisse rester clos. Mais c'est finalement devenu un filtre. Donc, la porte est incroyablement légère par rapport à la réalité, extraordinairement lourde par rapport à l'objet, sauf dans certaines cultures, si je prends le Japon par exemple, n'importe qui pourrait déchirer le washi, c'est-à-dire les portes avec des portes en papier japonais, comme on dit, mais elles sont tellement protégées par des symboles type flèche, crapaud, autre chose, etc., qu'il est totalement impossible pour un voleur de passer par la porte. Et donc, on peut déchirer le mur, mais on ne peut pas déchirer la porte, parce que derrière, il y a trop de risques que ça vous retombe dessus, vous êtes trop surveillé par le seuil et empêché par la porte. Donc, une fois de plus, on est dans une espèce de monde entre le songe et la réalité, et ça, on va le retrouver un peu partout. Et par exemple, j'ai vécu pas mal chez les Indiens Yukuna, mais d'autres Indiens d'Amazonie, les portes aussi, c'est pas n'importe quoi, elles ont une forme. Et dans la maloca traditionnelle des Indiens Yukuna et d'autres, hein, les Matapi ou d'autres, etc., la porte je parle du féminin depuis très longtemps, et la porte en Yukuna, ça se dit le
le vagin. Et il y a deux portes dans la maison traditionnelle, dans la maloca. Vous avez la porte officielle, donc qu'on appelle le vagin, par lequel tout le monde rentre, qui a une forme souvent ovale d'ailleurs. Et puis au fond, celle par laquelle on va sortir les détritus s'appelle l'anus. Et donc tout ce qui est saleté, je sais pas, des enfants, les plures, les pluches, etc., on les sort par l'arrière de la maloca. Donc les portes ont aussi et un genre et une fonction quasiment organique. Donc voilà, on est là encore dans une histoire de trou, dans une histoire de passage, dans une histoire qui fait que d'ailleurs que le mot porte vient de port, et que le port c'est le passage par lequel on va arriver sur la terre. Donc on est dans une aventure qui est liée quand même à notre, je dirais, à notre vie quotidienne d'humain. Mais on se serait connu avant les années 1600, je vous aurais parlé d'huisserie. Et en fait, la porte était réservée soit à la porte de la ville, soit à la porte du château. Or, il se trouve que c'est Louis XIV, avec la société de cour et donc tous ces systèmes de mise en hiérarchie des gens qui allaient passer sa porte, qu'on a rapproché la porte de la maison à tel point que le roi Soleil ne pouvait pas dormir derrière une huisse. Donc, c'était derrière une porte et en fait, c'est depuis les années 1620 que la porte est devenue effectivement cette espèce de monument infranchissable sans y être invité. Et Louis XIV, finalement, c'est les fameux levées du roi. Il y avait 5 ou 6 levées le matin et ne pouvait y passer pour commencer que les gens de la famille, les chirurgiens, etc. Et puis après, selon qu'on était ou pas dans les bons vouloirs du roi, on était invité à participer effectivement à ce passage, à ce filtre, à cette mise en perspective de la place de chacun dans la société d'alors, dans la société nobélière, bien entendu. Et donc, on va voir en même temps que la porte qui s'installe à nos chambres, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle rentre, elle touche l'intime, alors que jusque-là, elle bouchait le général, elle bouchait l'univers général de la ville ou du château. Eh bien, on va voir se poser la question, effectivement, de la politesse. Donc, tout un rapport à l'autre tout à fait particulier qui fait qu'on est en train de s'urbaniser aussi, parce que les politesses, c'est une espèce de plèvre. Pour que je puisse parler avec vous sans prendre des risques considérables, si je vous dis n'importe quoi ou si je peux vous vexer, donc en vous disant bonjour, comment allez-vous, asseyez-vous, je vous en prie, je peux tenir un certain temps sans m'engager du tout. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toute hospitalité, on le sait, est un moratoire à l'inhospitalité. Et recevoir quelqu'un chez soi, c'est une façon d'avoir suffisamment de savoir, de politesse, si je puis dire, pour que rien ne s'engage d'autre que rien, mais qui permet d'attendre que les choses se produisent d'une certaine façon. Et là, à un moment de la Révolution française, on avait hérité quand même des systèmes, je dirais, nobiliaires habituels. Et la question du passage de la porte s'est à nouveau posée. La société est en plein bouleversement, mais en même temps, il y a ce livre formidable de Sébastien Mercier qui s'appelle Tableau de Paris, où il raconte, on est en 1782, comment, quand les gens rentraient dans une pièce à Paris, ils ne savaient plus comment sortir. Qui est-ce qui doit sortir le premier? Le plus âgé, le plus titré, le plus glorieux, le plus intéressant, le plus machin. Ils mettaient 1 heure à réussir à sortir d'une pièce parce qu'il fallait passer toujours par politesse la place à l'autre, etc. Donc ces encombrements, je dirais, individuels ou en tout cas familiaux aux portes ont joué un rôle formidable. Un autre rôle aussi, ça va être les modes, d'une certaine façon. Au moment de la Renaissance, la culture italienne est tellement forte qu'elle vient s'imposer effectivement dans toute l'Europe, surtout en France, après François Ier, etc. Et on va voir se mettre en place un autre système d'habitat. C'est-à-dire qu'on va passer de la maison traditionnelle qui était la maison à étage, on voit autour de Notre-Dame, enfin qui était toujours héritée effectivement, et les rez-de-chaussée étaient loués et les portes étaient tout le temps ouvertes et elles étaient tellement importantes ces portes dans lesquelles il y avait, je sais quoi, le boucher, le marchand de je ne sais quoi, etc. C'est-à-dire que tout était utilisé par l'artisanat et en fait ça a été tellement loin, tellement important cette porte qu'il y avait ce qu'on appelait des meubles de porte, c'est-à-dire des buffets à roulettes, des bancs qu'on mettait devant la porte, etc. Ça s'appelait carrément meuble de porte. Donc c'était la porte utilisée. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse à nos histoires de banlieue avec les jeunes qui habitent les halls des immeubles. C'est pas un truc nouveau. C'est que c'est un espace très particulier qui effectivement peut jouer du contrôle du passage, etc. Mais en même temps, c'est l'endroit aussi chaleureux. C'est l'endroit qui appartient à la maison. Donc c'est l'endroit qu'on surveille, c'est l'endroit aussi qu'on offre. Hein. C'est pas uniquement à sens unique. Et évidemment, là, il n'y a que des histoires
histoire d'ennemis entre la police et les jeunes, etc. Mais dans la réalité, c'était bien autre chose. Et on se souvient, pour nos générations, par exemple, dans le midi de la France, quand on allait en vacances dans des petits villages, je sais pas, même dans les morts, etc., le soir, tout le monde sortait sa chaise sur le pas de la porte, terme qui a commencé à exister en 1620 et qui fait que toutes les, je dirais, les expressions liées à la porte se sont développées, attendre à la porte, le pas de la porte, payer un pas de porte, être mis à la porte, tout ça, mais c'est extraordinaire. On voit que la porte a pris une telle importance qu'elle est devenue l'expression effectivement de la relation entre les gens et même dans les affaires, si je puis dire. Donc, 18e siècle, on continue aussi à utiliser la porte. Là, c'est un truc tout à fait nouveau, c'est qu'on va voir apparaître une porte qui doit fermer non seulement devant chez soi, mais comble de la folie, si je puis dire, ou de l'imaginaire, on va commencer à mettre des verrous à nos propres portes. J'habite chez moi, je m'enferme avec une clé et en plus, à certaines portes, je mets des verrous. Ça va être la porte de ma chambre, c'est le fameux verrou de Fragonard où on voit effectivement un couple dont on imagine qu'ils vont faire quelque chose et l'homme pousse le verrou. C'est l'histoire aussi, je dirais, de la révolution, ce qu'on appelle la révolution du siphon, c'est-à-dire l'arrivée des toilettes à l'intérieur même des appartements, qui fait que ce sont des lieux intimes où on ne fera plus comme Voltaire, on ne recevra plus sur sa chaise percée où on pouvait parler, etc. Et en fait, les jésuites vont inculquer dans toute la société la pudeur, et la pudeur fait que tout ce qui est organique va être exclu, et on va d'ailleurs faire sortir ce qu'on appelle la domesticité organique. On va monter au 6e étage des immeubles, alors qu'elle habitait jusque-là avec les patrons. Elle était chargée de verser les seaux, de s'occuper du corps du maître d'une certaine façon. Là, ils en sont exclus. Et de la même façon, on va commencer à s'enfermer pour avoir son corps à soi, c'est-à-dire une intimité, mouvement qui a déjà existé, qui a été l'invention du privatus vers le XIVe siècle, mais qui est réitéré, je dirais multiplié par des millions dans ce 17e, 19e siècle, qui est un siècle quand même extrêmement, je dirais, réservé sur le plan du corps et sa présentation, d'une certaine façon. Donc, on voit comment la porte joue un rôle absolument central dans notre rapport à l'espace, à tel point que on va d'ailleurs entrer dans une autre image qui est celle de la porte comme occupant l'espace. Alors ça, c'est pas un truc nouveau, mais ça remonte déjà l'importance de la porte dans la société au Moyen Âge avec les portes romanes et puis évidemment le gothique, où en fait, dans les églises, ce qui va être construit, ce sont de véritables portes installé comme un entonnoir à âme, comme un véritable aspirateur à âme. Et en fait, la porte est quelque chose qui va effectivement, quand vous passez sous la porte d'une église, vous êtes catéchisé immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a tous les symboles effectivement de l'histoire du Christ et du catéchisme. Et en même temps, vous avez aussi Satan qui est sur la porte, duquel il faut se défendre et ne pas traîner avec soi. Et au XVIIe siècle, on a carrément doublé souvent les tympans d'église parce qu'on appelait des jubés à l'intérieur, c'est-à-dire un remake du catéchisme qui vous fait passer 2 fois sous le portail de façon à pouvoir rentrer, je dirais, nettoyer un autre homme, etc. Et de la même façon, devant l'église, devant la porte, ça s'appelle le parvis. Parvis, c'est une réduction de paradis. C'est-à-dire qu'en réalité, parvis veut dire paradis. Le paradis est là, il n'a pas de porte, il est à l'extérieur, il est neutre d'une certaine façon. Pas si neutre que ça, parce que c'est là que viennent se terminer les rogations, enfin je veux dire tout ce qui est ces systèmes effectivement qui au Moyen-Âge étaient très importants. Aujourd'hui, vous voyez bien comment les jeunes générations se débarrassent des portes. On garde la porte d'entrée, c'est peut-être la dernière porte dans un appartement. Le reste, on le met à la cave ou on l'enlève. Et en plus, dans les constructions contemporaines, très souvent, la porte s'esquive. C'est-à-dire qu'elle ne se pousse plus. C'est une façon, effectivement, de ne plus tirer ni pousser une porte, mais la faire disparaître dans le mur. Ça permet de gagner de la place, effectivement, pour mettre des meubles éventuellement. Mais ça veut dire aussi que désormais, on n'est plus dans des endroits qui sont spécialisés, où il y avait la chambre à coucher, la salle à manger, le bureau, le fumoir, le machin. On est dans ce que les marchands de biens appellent la pièce à vivre. Moi, j'habite un appartement à vivre, sinon j'habiterais pas là. Mais il n'empêche que on est en train de transformer les termes utilisés dans nos systèmes d'habitat. C'est pas nouveau, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait déjà l'idée, il n'y avait pas l'idée d'espace, il y avait l'idée du locus. Le locus, c'est comment l'espace était fait par rapport à la grandeur d'un homme et comment on l'utilisait. Alors, ça a été tellement important
important qu'on a appelé l'Opus Dei, les couvents. Mais ça, c'était vraiment les lieux de Dieu. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de sortir de notre expérience contemporaine et qui nous rapproche encore des univers définis dans des univers indéfinis dans lesquels tout est polyutilisable. Le lit n'est plus le lit. Longtemps, il a été le lit du grand-père qu'on avait appris à faire, etc. La chambre n'était pas utilisable par les enfants, etc. Aujourd'hui, les mômes se couchent sur le lit avec leur ordinateur. Ils peuvent travailler, même ils peuvent faire leurs études entièrement couchés. Mais dans le fond, Rome l'a déjà fait. C'est pas tout à fait nouveau. On a eu des sociétés de l'ictus, c'est-à-dire d'espace effectivement couché. Donc, ce sont les positions qui sont en train de changer, les positions par rapport à l'espace, la reconnaissance effectivement, là aussi, je dirais, hiérarchique des espaces, où finalement tout est égal. À tel point, je ne sais pas si vous avez vécu un peu aux États-Unis, mais moi, ça m'avait beaucoup frappé comme petit Français, c'est les gens qui vont aux toilettes et ne tirent pas la porte. Ça, c'est dans les pays protestants. Dans les pays catholiques, on a trop de charges érotiques pour pouvoir penser qu'on ne fermera pas la porte, etc. On met même un verrou. Et donc, on a ces façons d'habiter qui sont en train de se transformer. Je pense qu'elles sont très importantes parce que ça veut dire aussi le rapport à l'autre qui est plus hiérarchisé, qui est même non défini. Et dans le fond, si la société est aujourd'hui en train de se transformer, c'est aussi parce que les genres eux-mêmes n'ont plus de définition dans le système social proposé. Ils en auront une autre, ils vont se transformer, on va inventer un autre système. Mais je crois que notre rapport au lit, par exemple, où en fait c'est un peu comme la boîte de conserve, on a une couette. Au lieu de faire le lit, vous tirez la couette et on a le sentiment qu'il est fait. Ben, ça veut dire aussi un rapport au linge, ça veut dire un rapport au propre, ça veut dire un rapport avec la douche, ça veut dire un rapport avec les portes, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est un peu ça que j'essaye de comprendre à travers cet espace traversé, empêché par une porte. C'est finalement d'essayer de comprendre comment une nouvelle cosmogonie se met en place et que habiter, c'est pas n'importe quoi.